Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on a plaisir à vous recevoir pour parler de votre dernier ouvrage, Un monde de bulles. Alors, vous évoquez celle du Bitcoin, celle de la bourse, celle des dettes, celle de l'immobilier. Quelle est la plus dangereuse, la plus pernicieuse à court terme? Je pense que malheureusement, la plus dangereuse reste celle de la dette publique et également privée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a à peu près 240 000 milliards de dollars de dette au niveau mondial. Ça veut dire à peu près 320% du PIB mondial. Donc on se dit, à qui va-t-on prêter? Aux Martiens? Je ne sais pas trop, mais forcément, il y aura de la casse. Et pour l'instant, on fait comme si tout allait bien. Alors, le plus dangereux, ça reste quand même la dette publique. Pourquoi? Parce que là, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, notamment chez nous en Europe, où la Banque centrale européenne continue encore la planche à billets, donc ce qui fait que, malgré les risques environnants, on maintient des taux d'intérêt très bas. On a vu par exemple en France, une dette publique à plus de 100% du PIB. D'ailleurs, vous avez noté qu'on l'avait évoqué ici même, ces fameux 100%. Et finalement, la l'INSEE vient de dire, finalement, on les a atteints il y a déjà un peu plus d'1 an. Et donc, on s'arrange avec les chiffres. C'est pas très sérieux tout ça, mais toujours est-il que cette dette est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne génère pas de croissance. C'est-à-dire que juste pour rembourser les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter. Et donc, à partir de là, effectivement, dès qu'on va retrouver ce que j'appelle le juste prix, donc c'est imminent, puisque la Banque centrale européenne va arrêter cette planche à billets d'ici la fin de l'année, alors là, les taux vont effectivement remonter. Oui, mais alors justement, est-ce qu'on peut raisonnablement penser que la Banque centrale européenne mette réellement à exécution durablement sa volonté d'arrêter de faire fonctionner la planche à billets, puisque, vous l'avez dit, le niveau atteint par la dette est colossal, partout dans le monde, et particulièrement en Europe, donc on ne peut pas laisser des taux d'intérêt remonter. Bien sûr, mais c'est le travail d'une banque centrale. C'est-à-dire qu'en fait, les bulles se sont formées. En fait, d'où viennent ces bulles? J'explique dans le livre. C'est que quand on est sorti de la crise de 2008, effectivement, pour sortir de cette crise, on a mis le paquet, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire on a fait effectivement la baisse des taux d'intérêt, la relance budgétaire et la planche à billets au niveau mondial. Il fallait le faire, non? Il fallait le faire. Ça, c'est ce que j'explique dans le livre. Il fallait le faire. Heureusement, le problème, c'est qu'après, une fois, cette bulle, moi, je la détecte à partir de 2015. C'est-à-dire que au moment où en 2015, ça commençait à aller un peu mieux, etc., il fallait que ces bulles se dégonflent. Et donc, nous, on a eu peur de faire ça. Donc, on a continué, effectivement, notamment en Europe, la planche à billets, et donc ça a alimenté ces bulles. C'est-à-dire qu'au moment où les Américains commençaient à calmer le jeu, nous, on a alimenté cette bulle, et donc la bulle, finalement, elle est restée. Et donc, ce qui fait que plus la bulle va loin, plus, effectivement, lorsqu'elle se dégonfle, elle fait mal. Donc, c'est là le travail de la Banque centrale. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, elle est prise à son propre piège. N'oublions pas qu'on a quand même le bilan de la Banque centrale européenne qui a augmenté de 3 000 milliards d'euros de dettes. Alors, est-ce que ces dettes, elles valent quelque chose? Je donnerai l'exemple de l'Italie. L'Italie, où il y avait des taux d'intérêt à 1,5% il y a un an, là, on est autour des 3% sur le taux de 10 ans. Et pourtant, on a continué la planche à billets. Ça veut dire que même si on continue la planche à billets, il arrive un moment où on dit stop. Il arrive un moment où on retrouve, j'ai envie de dire, le bon sens. Mais Marc, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité italienne, parce que le gouvernement transalpin essaye de négocier avec les autorités européennes une plus grande liberté budgétaire. Oui, c'est un petit peu un jeu de dupes, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, il faut regarder le programme du gouvernement italien. C'est très simple. Il nous dit tout simplement qu'il veut que la dette publique détenue par la Banque centrale européenne ne soit plus comptabilisée dans le ratio dette publique sur PIB. C'est magique. Donc évidemment, si on commence à faire ça pour l'Italie, pourquoi pas pour les autres? Je vous rappelle que la Grèce, qui avait une dette publique de à peu près 300 milliards d'euros, a failli faire sauter la zone euro. C'était que 2,5% du PIB de la zone euro. L'Italie, c'est un autre braquet. C'est 15,4% du PIB de la zone euro et c'est 2300 milliards de dettes. Donc là, on ne peut pas passer un coup d'éponge. Donc c'est pourquoi, là aussi, tôt ou tard, je pense que la BCE, les Italiens essayent de calmer le jeu. Mais in fine, si, je pense dans quelques mois, malheureusement, ça arrivera. Comme on va voir que effectivement les déficits publics ne sont pas respectés, eh bien là, il y aura une sanction. Je vous rappelle que justement, les taux d'intérêt ont augmenté. Et regardez dans les dernières enquêtes, notamment les enquêtes des directeurs d'achat, dans l'industrie, on est à la barre des 50. Vous savez, c'est la frontière avec la récession dans l'industrie, en Italie. Donc l'Italie souffre, effectivement, et c'est dramatique, bien entendu. Mais le danger, c'est que si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, eh bien c'est là où je dis que la dette publique, c'est la bulle la plus dangereuse, parce que les taux, s'ils remontent, alors là, ça peut tout casser, parce que si les taux remontent, ça casse la croissance, donc on a plus de déficit, plus de dettes, et ça s'auto-entretient.
Est-ce que l'Italie pourrait être la mèche qui fait exploser le baril de poudre? Moi, je dirais la très grosse mèche, effectivement, parce que c'est un baril de poudre je dirais à elle seule, hein, l'Italie. Mais il y a aussi la France, parce que nous, effectivement, on a vu dernièrement le ministre du Budget qui dit « Oh là là, les Italiens, c'est pas bien ce que vous faites ». Mais regardons-nous. Aujourd'hui, on tape sur une croissance forte, elle est en train de ralentir. Je me rappelle ici même, en début 2018, j'ai annoncé 1,5% de croissance, et vous me disiez un peu comme tout le monde, c'est un petit peu pessimiste. Je pense que maintenant, 1,5% pour 2018, c'est optimiste. Vous comprenez? Donc ça veut dire que les chiffres, déjà de 2018, ne seront pas les bons. On aura plus de déficit que prévu, idem pour 2019, et donc là, il y aura bien un moment où on va dire stop. Et notamment nos amis allemands qui nous regardent un peu du coin de l'œil en disant ça commence à bien faire. Donc c'est ça le problème, c'est que la zone euro n'est plus un jeu coopératif. On se tire chacun dans les pattes, et évidemment, ça devient très dangereux. Vous nous promettez, en somme, une crise. Quelle forme peut-elle prendre? Parce qu'on est cerné par les bulles. Alors là, à vous écouter et à vous lire. Voilà, c'est ça le danger que j'évoque, c'est que quand on a une grosse bulle, on a eu la bulle, bon, je les explique au début du livre, hein, différentes bulles, je remonte à la tulipe même au XVIIe siècle, il y a eu la crise asiatique, il y a eu la bulle Internet ou la bulle des subprimes, à chaque fois on en a une à la fois, et donc on peut gérer une bulle à la fois. Là le problème c'est qu'on a plusieurs bulles en même temps. Alors la bulle des crypto-monnaies c'est déjà un petit peu explosé, tant mieux, mais il y a les autres, hein, et notamment celle de la bourse, celle effectivement de la dette publique, et on le voit bien sur la bourse. On ne veut pas voir la réalité en face. On est dans l'aveuglement collectif. Alors, des fois, on me reproche, on me dit « Oui, mais bon, Marc, ça fait 2 ans que vous dites ça. » C'est vrai, je l'ai avoué ici. Ça fait 2 ans que vous le dites. Je me suis trompé de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que les grandeurs financières sont complètement déconnectées de la réalité économique. C'est ça une bulle. C'est quand les grandeurs financières vont trop loin par rapport à la réalité économique. Et donc, c'est là où, malheureusement, le travail de l'économiste s'arrête. Je ne peux pas faire des prévisions sur une bulle, parce que ça devient extravagant, comme disait Alan Greenspan, hein, une exubérance irrationnelle. Donc, on ne peut pas faire des prévisions sur l'irrationnel. Donc, c'est là où, c'est vrai, je suis un petit peu peiné, entre guillemets, mais je rappellerai toujours le bon sens. Je préfère ne rien gagner que de perdre beaucoup. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que si on continue d'investir, même si je ne peux pas dater clairement le début de la crise, et là aussi, je suis un petit peu triste parce que c'est un peu comme un médecin, on voit que la crise arrive, et on aurait aimé qu'elle finalement elle arrive plus tôt, en 2015, on aurait pu la gérer plus facilement. Aujourd'hui, plus on a tardé, plus ça sera difficile de la gérer. Pourquoi? Parce que comment va-t-on relancer la machine? En 2008, on a pu relancer la machine, j'ai évoqué tout à l'heure. Là, les taux d'intérêt sont déjà à zéro, on a fait la planche à billets, la dette publique est déjà énorme. Comment va-t-on faire? Oui, mais Marc, alors, justement, vous le dites vous-même, ça fait 2 ans que vous annoncez finalement un peu la catastrophe, hein, non, mais, la crise. Pas forcément, je dirais un dégonflement de bulles, c'est ça. Un dégonflement de bulles. Mais généralement, un dégonflement de bulles, c'est un peu douloureux. On est bien d'accord. Oui, en tout cas, dépend, oui. Ça peut être bref, mais ça peut être... Enfin, le plus souvent, ça s'accompagne de douleur. C'est clair. Mais vous l'avez dit vous-même, on a une situation exceptionnellement compliquée, avec des niveaux d'endettement public records. Comment, finalement, peut-on imaginer qu'on ne prolonge pas cette bulle, qu'on ne la pérennise pas, ne serait-ce que pour éviter la douleur, c'est-à-dire faire en sorte que les banques centrales continuent d'anesthésier un peu tout le marché? Oui, c'est clair que c'est tentant, mais la morphine soulage la douleur, mais ne guérit pas le malade. Donc, c'est ce que j'évoquais, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus trop où nous sommes. Donc, on a perdu tous nos repères. C'est un peu comme si on avait donné plein de médicaments à un malade. Donc, évidemment, il va mieux, hein, mais sauf qu'on ne sait pas quels sont les effets secondaires. Et c'est exactement ça. On a donné la planche à billets, les taux d'intérêt à zéro, la relance budgétaire, etc. On est dans quelque chose de totalement inédit. Hein. C'est inédit, mais surtout on ne sait pas comment on va en sortir. C'est pourquoi c'est le rôle de l'économiste. Moi, vous savez, je suis nature optimiste. Hein. Moi, je suis au contraire. D'ailleurs, je finis le livre en disant carpe diem, parce qu'il faut profiter des bons moments tant qu'on peut en profiter. Mais je dis aujourd'hui, il faut être prudent. C'est aussi notre rôle de dire attention, n'allons pas n'importe où. Je le disais même sur les crypto-monnaies quand on était à 20 000 $. On disait mais non, ça va monter à 100 000. Quand on est tombé à 5 ou 6 000, je pense que globalement, ceux qui m'ont écouté doivent être bien contents de ne pas avoir acheté du bitcoin quand on était à 20 000. Donc voilà effectivement le vrai enjeu aujourd'hui. Mais comment on sort retrouver le bon sens? Comment on sort de tout ça en évitant la catastrophe? Alors voilà, il faut être clair, je veux dire, des fois malheureusement, il faut percer l'abcès, donc ça fait un peu mal, mais ensuite on retrouve ce que j'appelle un juste prix, c'est-à-dire un niveau normal. Et c'est vrai que le problème, il est surtout, soyons honnêtes, pour l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de pays qui pourront s'en sortir. Alors, en Europe, il y a d'ailleurs je commence par le seul qui peut vraiment s'en sortir, c'est l'Allemagne, parce qu'elle a des excédents publics. Donc si demain ça va
moins bien, elle pourra relancer la machine. Ce qu'elle fera pour tout le monde, ça m'étonnerait. Après, vous avez les États-Unis, où c'est vrai qu'ils ont beaucoup de dettes, mais Trump a eu, entre guillemets, ce coup de génie où il a baissé les impôts, il a relancé le cycle. Nous sommes aujourd'hui dans le cycle le plus long de l'histoire américaine. C'est quand même quelque chose d'incroyable, et surtout, il y a le plein emploi. Donc même si demain ils ont une crise, ils pourront digérer. Et puis bien sûr, il y a la Chine, qui a toujours ces plus de 3000 milliards de dollars de réserves de change. Donc en cas de coup dur, ils pourront puiser dedans pour relancer la machine. Par contre, nous, l'Europe, la zone euro, la France, on n'a plus grand-chose. Donc c'est ça qui m'inquiète, c'est que le dindon de la farce sera certainement nous. Et donc il y aura évidemment de la casse, notamment dans les banques. Toi, je termine en disant toujours ce fameux conseil qui avait fait tant de bruit à l'époque ici même. Hein. Oui, absolument. Ne laissez pas plus de 100 000 euros dans vos comptes parce qu'on ne sait jamais, si on veut vous embêter et vous prendre une petite partie, ça peut être dangereux et ça sera peut-être la solution. Hein, parce que justement, on n'a aucune marge de manœuvre. Donc la présidence doit s'imposer. Il ne faut pas avoir peur des crises. Et moi, j'en ai pas peur. Pourquoi ? Parce que les crises sont toujours des phases d'opportunité. Je faisais dernièrement des conférences pour les chefs d'entreprise. Je leur dis, au moins, investissez dans vos entreprises. Parce que là, vous savez où va l'argent. Par contre, donner de l'argent, un veux-tu, en voilà à n'importe qui, finalement, on ne sait pas trop où ça va et ça peut être ensuite dangereux. Donc, le bon sens doit primer. Marc, merci. Avec plaisir.